Donc, l'équipe de l'association Caravan et moi-même, Ahmed Larziel, nous vous remercions chaleureusement, bien sûr, pour votre participation. Et pour un peu compléter votre information, c'est que Caravan est une association loi 1901 dont le slogan est l'accès à la culture pour tous. Nous menons diverses activités dans les quartiers populaires de Toulouse, et principalement dans le quartier d'Ampalo, en créant des cadres de rencontres, de dialogue, de valorisation des cultures d'origine des immigrés et de défense des droits des citoyens. Nous avons aussi quelques coopérations avec certaines associations et coopératives au Maroc et à Oran. Dans le cadre de notre cycle pour l'égalité des droits, la citoyenneté contre les discriminations, et compte tenu de la crise sanitaire, il nous paraît utile de consacrer une table ronde en visioconférence à chacun des pays du Maghreb. Et le thème aujourd'hui, comme vous le savez, est centré sur l'Algérie multiculturelle. Je suis ravi de vous avoir tous avec nous et ça se voit que vous êtes de domaines un peu différents les uns des autres. Ça fait aussi de la multiculturalité, ne serait-ce que par vos profils, vos parcours, vos expériences et aussi géographiquement vos situations entre l'Algérie et la France. Donc, je rappelle juste les intervenants présents parmi nous. Il y a donc Abida Alouache, qui est formatrice en éducation civique et écrivaine, installée à Toulouse. Il y a Kouider Metter, président de l'association Bel Horizon à Oran, qui agissent pour la sauvegarde du patrimoine et bien d'autres choses aussi. Massilia Alitouche, qui est étudiante en Master 2 de droit, liberté fondamentale, installée à Dijon. Abdelmajid Kawa, poète et journaliste, qui dirigeait aussi une revue littéraire en Algérie avant de venir à Toulouse. Mohamed Mathias Lefgoum, qui est chef d'entreprise à Toulouse, mais aussi journaliste en quelque sorte, quand il n'est pas trop occupé par son entreprise. Karima Dadou Alitouche, qui est architecte et installée aussi à Toulouse. Dommage que l'on n'a pas pu l'obtenir finalement. Mehdi Hachid, qui est artiste à Alger, qui avait donné sa parole au début, mais on n'arrivait plus à le joindre plus tard. Voilà. Donc, nous allons lancer cette table ronde avec des exposés. Et je pense et je souhaite écouter Madame Alouache, qui va nous poser quelques questionnements sur certaines notions, notamment entre algérianité, nationalité, identité et tout cela, parce qu'elle est écrivaine aussi. Donc, je vais vous lancer avec cette question, Madame Alouache. Le territoire de l'Algérie est très vaste et sa société étant multiculturelle, peut-on lui attribuer une identité commune? À vous. Bien. Je vous remercie. Bonjour, salam alaikum. Je suis un peu surprise de commencer la première parce que je ne m'attendais pas à démarrer. Donc, je vais peut-être… les réflexions qui me viennent. Évidemment, en tant que personne étant née en Algérie, ayant vécu après en France, en Belgique, et je m'estime porteuse d'une pluralité culturelle qui est absolument une richesse. Et pour moi, la question de l'identité, elle est un peu piégeante parce que il me semble qu'on n'a pas une identité, comme il n'y a pas une identité nationale. Pour moi, ça n'existe pas. On est dans le domaine de l'idéologie. Ces fameuses idéologies meurtrières, comme nous l'a si bien expliqué Amin Malouf. Et ce renouveau identitaire aussi qu'on vit de part et d'autre, hein, de la Méditerranée ou ailleurs dans le monde, qui pour moi ne sont que les
les nouveaux oripeaux de l'ancien racisme biologique qui, suite à la Deuxième Guerre mondiale et au ravage de ces idéologies racistes, c'est quelque peu transformé, transmuté dans la culture, et ou comment d'aucuns ont utilisé le concept de culture pour continuer à valider des discriminations anciennes. Et donc, du coup, on tombe plutôt dans toutes les questions des dérives identitaires, culturalistes, le relativisme culturel, etc. Moi, pour venir à votre question d'algérianité, évidemment que je me sens algérienne, mais pas que. Je suis algérienne de naissance parce que je pense qu'être née dans une certaine partie du monde, ça vous impacte, ça vous marque par toute une série de choses. Mais en même temps, je suis aussi construite de beaucoup d'autres choses, autant européennes qu'africaines. Il y a aussi mon origine sociale, il y a mon cheminement, il y a mon parcours. Je pense que on réduit un peu trop souvent les êtres humains à des identités qui, pour moi, sont beaucoup plus hypothétiques et idéologiques. Un humain, ça se construit par des rencontres et par des parcours de vie. Et je m'inscris évidemment en faux contre ces idéologies de choc des civilisations, parce que, comme beaucoup, je pense que les cultures se fécondent et les civilisations dialoguent, et il n'y a pas une culture pure, il n'y a pas une culture... les cultures se mélangent, mais par contre, on va les instrumentaliser pour des desseins de domination politique, et on l'a bien vu dans l'histoire de la France, par exemple, puisqu'on est en France ici, avec un Jules Ferry qui, tout en prônant l'éducation pour tous en France, va être le défenseur d'une civilisation arrogante par rapport, par exemple, à l'Algérie, par exemple, au peuple colonisé. Donc, vous voyez, c'est le passé européen occidental qui a une vision quand même assez dominante et arrogante, qui parfois est repris par les anciens colonisés, pose question aussi. Donc, c'est comment, en fait, questionner. Oui, je pense que c'est ça. Il y a plus de questions à se poser et de concepts à déconstruire que le fait de reprendre des visions comme ça, clés en main, sur l'identité ou la culture. Je ne sais pas si c'est assez... si c'est ce que vous attendiez. Je m'attendais... Oui, j'attendais, oui, c'est que vous posiez, vous, ces questionnements sur ces notions, et puis selon votre vision. Mais ça reste à discuter après entre nous. Peut-être qu'il y en a qui voudraient un peu confirmer une notion qu'une autre par rapport à une autre, hein. Oui, mais ça viendra dans la discussion plus tard. Mais peut-être une des questions qui serait ou une vigilance à avoir par rapport à comment la culture est passée après les années 50, en fait, est devenue un concept potentiellement porteur de discrimination et de racisme. Pour faire très court, un peu réducteur. Oui. Et de danger potentiel. Merci. On va passer maintenant à M. Kouider-Metter sur le sujet du patrimoine culturel entre identité et interculturalité.
Je te lance aussi, cher Quider, avec cette question. Selon votre expérience dans l'association Bel Horizon, le patrimoine culturel joue-t-il un rôle dans l'identité des citoyens oranais et algériens? Si oui, comment? Allume ton micro. Merci Ahmed, merci Voilà. à nos invités. Moi j'ai choisi le patrimoine parce que la vocation de notre association c'est la sauvegarde du patrimoine oranais. Et nous avons remarqué, que ce soit dans la pratique ou dans les discussions avec les gens, que le patrimoine a été un socle pour les identités. Dans tous les pays, le récit national est élaboré sur la base du patrimoine. Et donc, le patrimoine dans notre pays est défini par la loi 98-04 protection du patrimoine. Voilà comment il est défini. Le patrimoine est l'héritage de toutes les civilisations de la préhistoire à nos jours. C'est-à-dire que la définition que donne la loi en Algérie, elle englobe tout l'héritage de toutes les civilisations. Y a-t-il mieux pour définir le patrimoine comme un élément de l'interculturalité? Donc, on embrasse tout, on mélange tout, et l'héritage de toutes les civilisations, ici, est approprié par les Algériens. Ça, c'est la loi, ça, c'est la théorie. Dans la réalité, c'est pas le cas. Dans la réalité, notre patrimoine, tel qu'il est défini par la loi, n'est pas partagé. N'est pas partagé parce que ce soit les milieux conservateurs considèrent que le patrimoine que les architectes appellent le patrimoine colonial, c'est-à-dire tout ce qui a été construit au 19e et 20e siècle, n'est pas notre patrimoine. Le fort Santa Cruz espagnol n'est pas notre patrimoine. Les églises qu'on a récupérées pour en faire des bibliothèques, qui ne servent pas au culte, ne sont pas notre patrimoine. Que dire de Santa Cruz, la chapelle qui surplombe la montagne du Mirjajou, la montagne d'Oran? Que dire pour la considérer comme patrimoine? Or, qu'elle est gérée, elle fait partie du patrimoine de la mairie et elle est gérée par la mairie, même si la messe, elle est donnée par un évêque. Donc, si le patrimoine peut servir pour l'identité, directement, on a la perception d'identité plurielle, de fait. Et le patrimoine tel qu'il est défini, il devait être justement le socle de l'interculturalité. On est multiculturel, mais on n'est pas interculturel, parce que interculturel, c'est s'accepter mutuellement, c'est l'altérité, c'est multiculturel, c'est on est voisins, chacun de son côté, chacun il peut réfléchir, bon, mais il y a un minimum de vivre ensemble. Donc, on voit que le patrimoine peut servir justement pour construire une identité. D'ailleurs, il a servi pour tous les États-nations depuis leur création. Ils se sont appuyés sur le patrimoine. Mais le patrimoine, de par sa richesse, peut servir à l'interculturalité. Prenons par exemple les pays du Maghreb. Tout peut les rassembler. La géographie, le climat, la religion, la population berbéro-arabe ou arabo-berbère, les monuments historiques, le patrimoine immatériel. D'ailleurs, ça s'est concrétisé dernièrement par le couscous. Pour vous dire, la musique arabo-andalouse, le belhoul, les grands poètes étaient chantés par les Algérois, le Chabi, et les Marocains aussi chantaient des poètes algérois. Et donc, il y avait tout pour nous rassembler. Qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait des volontés politiques, et ça, c'est pas produit. En plus, anthropologiquement, on est le même pays, Tunisie, Algérie, Maroc, et on était à un certain moment le même pays sous le règne des Almohades, d'Abdelmoumen et d'Ibn-Toubert. Et la chute des Almohades a fait qu'il y a eu la création des embryons des trois États, Maroc, Algérie et Tunisie. Donc, il faut beaucoup plus pour l'interculturalité. Il ne suffit pas d'avoir un patrimoine partagé. Ce qui est, par extension, pour les pays riverains de la Méditerranée. La Méditerranée,
a tout inventé. Elle a inventé l'agriculture. Elle a inventé l'écriture. Depuis, on a mis fin à la préhistoire et depuis, on parle d'histoire. On a inventé l'alphabet. Tout ça, c'est la Méditerranée. C'est le lieu où se sont créées les trois religions. Judaïsme, chrétienté, islam. C'est le bassin de la philosophie grecque, de la bière égyptienne, pharaonique, du vin phénicien. Ça ne se termine pas. C'est un patrimoine qu'on retrouve à peu près dans tous les pays. Mais la Méditerranée n'a pas été tout le temps une mer des terres de paix et d'échange. Ça a été beaucoup plus une mer de conflit. Néanmoins, le commerce a fait que on a échangé. Malgré nous, on a échangé. Et donc, et actuellement, malgré les politiques de bon voisinage entre le nord et le sud, etc., l'écart se creuse entre la rive sud et la rive nord, de plus en plus. Oui, si tu veux bien, Krouider, juste une petite réponse brève pour qu'on passe à un autre exposant. Mais est-ce qu'il existe, selon toute cette diversité qu'il y a en Algérie, disons, une interculturalité réelle, vécue? De fait, on est dans un même pays, dans un même territoire et on est soumis aux mêmes lois. De fait, il y a une interculturalité. Mais le socle de cette interculturalité, c'est le patrimoine. Or, notre patrimoine n'est pas partagé du point de vue de l'interprétation. Ce qui explique les clivages qu'il y a sur un plan idéologique entre les milieux conservateurs et les milieux progressistes, entre les clivages politiques et de plus en plus des divisions sur un plan ethnique. Merci, Kouider. Et on va passer maintenant à la troisième exposante qui est Mademoiselle Ali Touche. Vous avez choisi le sujet de la culture amazigh dans la société algérienne, bien sûr. Et la question que je vous poserai, c'est l'origine de la population amazigh est, dit-on, la plus ancienne des pays du Maghreb. Pensez-vous qu'elle conserve aujourd'hui son identité spécifique en Algérie? Si oui, comment? Je vais essayer de répondre à ça. Alors, déjà, je vais juste me présenter principalement. Je suis du coup juriste international et actuellement, je prépare un mémoire sur le Hirak en Algérie. Du coup, pour cette partie, j'ai essayé de vraiment m'éloigner de tout ce qui était question politique brute, étant donné que je suis vraiment que dans ça, pour faire quelque chose plus beaucoup plus lié à la cosmologie amazigh, qui est énorme, enfin qui est méconnue. Comme vous avez dit, les Amazirs sont le peuple le plus ancien de l'Afrique du Nord. Et déjà, on peut constater que le terme Amazir veut dire homme libre, donc vous devriez tous le savoir, contrairement au berbère qui veut dire étranger en égyptien de base, donc je préfère le terme Amazir pendant tout le reste de mon intervention. Tout d'abord, il faut savoir que les Amazirs sont liés tout d'abord par une langue et une religion, qui, au cours de l'histoire, ont eu l'occasion d'importer dans leur propre panthéon énormément de divinités et des légendes issues de tous les peuples de la Méditerranée. Étant donné que les Amazirs avaient une défiance vis-à-vis de l'écriture, aujourd'hui, on a très très peu de traces des mythes antiques, ce qui fait qu'on est obligé de se retourner vers les auteurs grecs, comme Hérodote, ou encore les auteurs égyptiens. Donc, la religion amazigh de base est fondée sur le culte des forces de la nature. On retrouve très peu de temples amazirs, étant donné que ce peuple sacralisait vraiment leur environnement. Et les grottes et les puits étaient considérés comme des ponts entre les mondes, où on pouvait retrouver des êtres étranges, comme des génies ou encore des ogres, qui sont amazirs. On peut citer par exemple l'ogresse Tyriel, si ça vous dit quelque chose, ou même les génies qui, au final, aujourd'hui, se sont alliés avec la notion de djinn du monde arabo-musulman. Comme un peu tous les mythes de cette époque, toutes les religions de cette époque, les Amazirs ont un mythe fondateur. Ils considèrent qu'il y a une déesse mère supérieure qui est venue sortir les hommes d'un monde englouti. Donc c'est un monde semblable au monde des hommes, mais complètement vide de toute fertilité, où il n'est pas possible d'y vivre. Et de la même manière, ils ont également un mythe destructeur, c'est-à-dire que la fin du monde des hommes sera annoncée par plusieurs des appels. On verra qu'il y aura un regain du matérialisme, le perte de la foi, la généralisation des séismes
et le monde finira au final dans un déluge de 7 jours et 7 nuits. Donc, ce qui rappelle quelque peu quand même le Premier Testament, les textes du Premier Testament. On retrouve cette même notion de déluge, alors qu'à l'époque où ces mythes ont été créés, il n'y avait pas encore d'influence arabo-musulmane et même pas encore d'influence juive. Mais au-delà de l'inspiration arabo-musulmane, on peut voir déjà qu'il y a énormément d'inspiration égyptienne dans le panthéon amazigh, et on n'arrive même pas à savoir de quel côté est venue l'inspiration. Si ce sont les Amazirs qui ont créé des mythes qui ont été transmis aux Égyptiens, ou ce sont des Égyptiens qui leur ont transmis des mythes. Il y en a tellement que c'est impossible de déterminer ça exactement. Et c'est un petit peu la même chose aussi du côté des Grecs, avec le mythe d'Atlas, si vous connaissez. Donc Atlas, qui est donc la montagne qui traverse le Maghreb, le Maroc et l'Algérie, qui dans la cosmologie grecque est en réalité un titan qui aurait affronté les dieux pendant une grecque, au cours de laquelle les titans ont perdu. Et Zeus, pour punir Atlas, l'aurait condamné à porter le monde. Et ce mythe d'Atlas se retrouve du coup au cœur de la région des montagnes d'Atlas, où on a vraiment cette impression que les montagnes sont en train de porter le monde, et on comprend comment est-ce que ces deux mythes ont pu être associés, comment est-ce que des montagnes qui ont été sacralisées par les Amazites en raison de l'importance qu'ils accordaient à la nature tout simplement, et les Grecs avec cette idée d'étendre leur cosmologie, comment est-ce que tout ça s'est lié. Au-delà de donc, ces inspirations antiques, il y a bien sûr les inspirations arabo-musulmanes. Et celle que je trouve la plus intéressante, c'est en fait la Khasma, donc la main de Fatma, qui est, elle, originaire du coup vraiment d'Afrique du Nord, de Carthagène exactement, du coup qui a été importée par les Phéniciens et qui s'est complètement confondue dans la mythologie musulmane, si bien qu'on arrive à retrouver des khamsa aujourd'hui également au Moyen-Orient, alors que de base c'est vraiment un héritage berbère. Donc, comme j'avais dit, il y a également les djinns, cette idée de génie qui sont liés, et tous ces esprits qui correspondent. On arrive vraiment à avoir une superposition en fait des mythes antiques avec les esprits et de la religion musulmane. Et c'est peut-être en partie dû par le fait que la religion musulmane, au final, a été apportée par des marabouts, par des hommes qui parlaient, des vieils hommes qui inculquaient donc ce savoir arabo-musulman au peuple kabyle. Ce qui fait que la transition n'a pas été si violente que ça. Contrairement à la transition qui a pu exister entre l'arrivée des Français en Algérie, où là, clairement, on a assisté à un effondrement de la culture kabyle. Un effondrement, c'est peut-être fort, mais c'est le début d'un démantèlement pour moi, à partir de ce moment-là. Dès le début du coup, en 1871, on a eu un début de diaspora kabyle qui a été lancé. D'abord de la campagne vers les villes. Du coup, il y a eu un exode rural qui a fait perdre à ce peuple qui était très ancré, très tourné vers la nature, vers l'agriculture, qui se retrouve dans des villes et dans des dynamiques très capitalistes, très matérialistes. Et aujourd'hui, on retrouve cette même diaspora qui continue à s'étendre en France. Et j'ai trouvé des nombres, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aurait à peu près 1 million de Kabyles en France, que je trouve plutôt pas mal. Au sein de l'Algérie, ce qui reste de la culture amazigh, malheureusement, c'est vraiment pas grand-chose, étant donné qu'au lendemain de la colonisation, enfin de la guerre d'indépendance, il y a eu une véritable politique d'arabisation, comme vous le savez, qui a essayé de rendre au final arabe ce qui n'était pas réellement arabe. Et on a vu la tendance se renverser dans les années 90-2000 suite à l'effondrement, du coup, des possibles effondrements de l'État algérien. Les pouvoirs publics ont commencé à consentir, à laisser une plus grande importance à la culture amazigh, en reconnaissant officiellement dans la Constitution en 96 que l'amazéité est un patrimoine commun à tous les Algériens. C'est-à-dire que tous les Algériens, selon la Constitution, auraient des origines amazighes. Ça serait le peuple primaire dans lequel est issu l'Algérien. Au-delà de cette promulgation constitutionnelle, il y a aussi 2 départements universitaires de langue et culture amazigh qui ont été créés en 90 et en 91 à Tizi Ouzou et à Béjaïa. Et également, on a pu voir un renforcement du coup de la culture à travers la création de chaînes nationales de radiodiffusion qui passent de la variété amazigh comme du chaoui, du mozabite, du chénoui et du kabyle. Et on a aussi des stations régionales de radiodiffusion à Tizi Ouzou et Béjaïa. Donc, c'est vraiment 2 villes qui, à mon sens, portent la culture kabyle aujourd'hui. Et si vous permettez, donc, Massilia, juste une petite réponse aussi à cette question. Oui. Puisque vous êtes jeune, issu de l'immigration, vivant à l'étranger d'Algérie, en France,
qu'est-ce qui reste de cette culture amazigh et dont vous bénéficiez maintenant ou vous valorisez dans votre vie? Bah justement, j'allais y arriver. Ce qui est super intéressant, je trouve, c'est que là, du côté où l'Algérie, il y a beaucoup de questions politiques autour de cette question culturelle. En France, la question politique est vraiment amoindrie. Et on a, enfin, à mon sens, en tant qu'Algérienne issue d'un milieu algérien et kabyle, je ne saurais pas comment le qualifier, mais pour moi, c'est important. Je ne sais plus qui parlait du fait que la culture pouvait être instrumentalisée pour faire venir du racisme et tout. Ben, à mon sens, pas du tout. Étant donné que lorsqu'on commence à regarder sa culture en arrière, qu'on commence à étudier sa culture, de voir où est-ce qu'on vient, on se rend compte à quel point toute culture s'inspire d'autres cultures et qu'on retrouve en France, même dans la culture française, on retrouve des éléments issus du monde arabo-musulman. Dans le monde arabo-musulman, on retrouve des éléments issus de la culture kabyle. Et pour moi, tout ça, justement, ça encourage au vivre ensemble, le fait d'avoir toutes ces origines, toutes ces possibilités de recul vis-à-vis de ça, à peu près. Merci, Massilia. Merci. Et donc là, je donne la parole à Majid Kawa, qui a choisi comme thème la relation entre la pluralité et la littérature algérienne. Et je pensais aussi la presse, bien sûr. À toi, cette question, cher Majid. Penses-tu que la littérature algérienne révèle bien cette multiculturalité qui caractérise le pays? Enfin, c'est une réalité qui est ancrée dans l'horizon culturel algérien, mais qui n'est pas à l'abri des enjeux idéologiques et aussi des affrontements culturels qui ont pu surgir au lendemain de l'indépendance. Alors, dans ce qu'on peut dire, mon propos portera plus précisément sur la poésie, la poésie algérienne de langue française. Et faudrait-il aussi rappeler que la poésie dans le Maghreb a occupé une place centrale dans la société, que ce soit en pays berbérophone ou dans les régions où prédomine la langue arabe. Les gouelines, conteurs, diseurs, et les meddeh, les trouvères, ont perpétué les antiques traditions et les hauts faits des tribus. Leurs œuvres allient généralement la louange et la satire. À ce propos, Jean Amrouche disait que le poète est celui qui a le don d'azifrou, c'est-à-dire la capacité de rendre clair, intelligible ce qui ne l'est pas. Ces clairvoyants, ces clairchantants, selon Jean Amrouche, ne sont pas des mages ni des prophètes. Ils vont au champ comme les autres ou sont vendeurs de pacotille dans les villes. Ils ne font pas métier de chanter, ils restent dans le corps du peuple, pourtant ils plongent dans son âme. Par conséquent, les œuvres achevées comme des pierres taillées restent prises dans la vie la plus quotidienne. Une littérature écrite dans une langue étrangère peut-elle vraiment être nationale? C'est ce débat qui a été inauguré bien avant la guerre de libération nationale, au cours de la guerre de libération nationale et durant ces dernières années. Je viens de lire aujourd'hui, je crois, dans un texte, dans une revue arabophone, une pétition qui est adressée au président, enfin au chef de l'État actuel, pour mettre en application une loi qui préconisait il y a quelques années une arabisation générale et qui, à cause d'un certain nombre de faits et d'incidents historiques, a été ajourné. Donc, c'est un débat qui s'étale sur une longue période historique et
chaque partie a ses arguments. Alors, peut-être faudrait-il donner la parole aux poètes eux-mêmes sur cette question, c'est-à-dire une littérature écrite dans une langue étrangère peut-elle être vraiment nationale? La langue française peut-elle exprimer les réalités algériennes? Ces questions ont été et demeurent jusqu'à aujourd'hui au centre des débats qui portent sur le problème de la langue. Interdit d'enseignement, la langue arabe comme la langue amazigh avait une existence marginalisée et donc cela a duré des années, sinon des décades, jusqu'à ce que la génération des années 50 qui a pu fréquenter l'école française et qui s'était nourrie des valeurs de la Révolution française qu'elle retournera dans ses revendications nationales aux colonisateurs. Dans son ensemble, la littérature maghrébine d'expression française se présente, selon le poète et écrivain marocain Abdellatif Laabi, comme une espèce d'immense lettre ouverte à l'Occident, les cahiers maghrébins de doléances en quelque sorte. Donc, c'est une littérature qui, dès ses premiers pas, va se développer par rapport à la question nationale et par rapport à la décolonisation. Donc, bon, peut-être que tu compléteras plus tard. Juste un point, juste une citation. Cet homme d'un pays qui n'a rien à voir avec les arbres de ma fenêtre, les fleuves de mes quais, les pierres de nos cathédrales, parle avec des mots de Villon et de Péguy. Par là même se pose le problème de la réception de cette poésie par le public algérien. C'est donc à une aventure ambiguë, pour reprendre le titre du récit de l'écrivain sénégalais Hamidou Kane, que l'écrivain algérien est voué. Entrer dans la langue française, c'est, comme l'écrivait Kateb Yassine, se fourrer dans la gueule du loup. Il écrivait cela dans le Polygone étoilé. Dans une page autobiographique, il décrit la décision paternelle de le mettre à l'école française. Propos de son père: laisse l'arabe pour l'instant, je ne veux pas que, comme moi, tu sois assis entre deux chaises. La langue française domine, il te faudra la dominer et laisser tout ce que nous t'avions inculqué dans ta plus tendre enfance. D'où la formule qui a été lancée par Kateb Yassine et qui est devenue une référence incontournable, la langue française est notre tribut de guerre. Donc, oui. J'aurais peut-être une question. Dans ce processus justement de la définition de la structure culturelle de la nation algérienne. La langue française est toujours vivante, contrairement à ce que certains, disons, prophètes et même des critiques émérites avaient condamné à un dépérissement rapide au lendemain de l'indépendance. La réalité est que cette langue continue à exister, à inspirer de grands écrivains algériens de langue française qui sont connus aujourd'hui internationalement, alors que pendant longtemps, il n'y avait qu'un Kateb Yassine, Malik Haddad et quelques-uns comme Mouloud Mamri dans le roman, qui ont participé à l'instauration de cette nouvelle littérature algérienne qui tient à la fois du patrimoine tel que notre ami vient
d'en Oui, parler. bon, il y a apparemment coupé. Ben, merci, Majid, pour le moment. Je sais que ça suppose quand même au moins une Voilà, grande d'accord. question, ce que tu viens de développer, mais on y reviendra certainement tout à l'heure. Donc là, je vais passer la parole à Mohand Lefkoum Oui. sur la culture d'origine et l'universalité. Et la question que je te poserai, c'est celle-ci. Par ton parcours personnel, veux-tu nous dire si l'on peut passer de l'authenticité d'origine à une universalité citoyenne? Si oui, comment? Le débat un peu sur l'identité ou sur la culture, je remarque une chose, c'est que les questions sont souvent très faciles à poser et on a des difficultés à restituer des réponses, quelles qu'elles soient en fait. Et puis les réponses, elles ne peuvent pas convenir à tout le monde. Je rejoins un peu les propos de Madame Aloueche tout à fait au début, où définir la culture de. Moi, je dis la culture, pour moi, c'est un aspect singulier de la personne. On peut pas la généraliser à la culture nationale. Pour moi, elle est très réductrice, en fait, parce je parle pour mon cas, elle m'emprisonne. Je vais parler à la première personne du singulier, comme ça, pour ne pas lancer des ambiguïtés sur. Voilà. Donc, quand on s'inscrit dans un carcan qui est celui défini, on ne sait pas par qui, l'idéologie, elle est prenante, elle est lourde. Et c'est elle qui, parfois, nous envoie vers des chemins de traverse, nous envoie vers des conflits. Moi, je me refuse qu'on définisse qui je suis, parce que je pense que personne n'a le droit de le faire. Pour moi, moi-même, j'arrive pas à me définir je suis un être humain, je suis quelqu'un qui est né en Algérie, mais qui a passé les 2 tiers de sa vie en France et le 1 tiers en Algérie. Donc, quel est le poids de ce que j'ai pu vivre et glaner dans mon enfance, mon adolescence, une partie de ma vie d'adulte en Algérie quand j'avais fini mes études. Mais juste quand j'avais fini mes études, je suis venu en France. Donc, j'ai commencé une vie d'adulte ici, plutôt en France. Donc, et qu'est-ce qui a pu transcender un peu tout ça, donc me pénétrer, mais c'est beaucoup de choses. Le propos de Massilia m'interpelle parce que notre histoire lointaine, pour moi, elle est présente, elle est prégnante. Le fait que je sois d'origine kabyle, donc puis de parler cette langue, de m'intéresser à cette langue, à mon histoire, c'est aussi un aspect de ma culture. Donc, l'arabe, qui est la langue que j'ai commencé à étudier du primaire jusqu'au lycée, m'a certainement influencé, et le français particulièrement m'a certainement pénétrer le plus par rapport aux 3 langues que je maîtrise, parce que c'est elle dans laquelle je m'exprime aujourd'hui, c'est dans laquelle on s'exprime tous d'ailleurs. Ouais, c'est un aspect qu'il faut aussi peut-être soulever par rapport à notre particularité, à notre parcours, à notre culture, qui est que je ne sais pas si quelqu'un va s'exprimer en kabyle ou en chaoui ou en arabe, mais on s'exprime tous en français. Ouais, donc, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on peut élaguer, de ce que je connais de l'histoire des Berbères, par exemple, c'est que les langues des dominants, les Berbères les ont tout le temps adoptées. Ils les ont adoptées, ils en ont fait des langues usuelles au détriment de leur langue. Et quand nous, on a pris, quand tout le monde, les gens de la génération d'avant moi, ont pris conscience du fait que la langue berbère ne s'écrivait pas, ou le kabyle en particulier ne s'écrivait pas, c'est parce que nos ancêtres ont un peu délaissé cet aspect de notre patrimoine. L'universalité, c'est quoi? Moi, j'arrive pas à définir, parce qu'en fait, quand je commence à faire un distinguo entre ma propre culture d'origine, tout ce qui peut être en moi, et est-ce que ça, c'est l'universalité? Donc, c'est une manière peut-être aussi de dire que ce que j'ai glané dans toute ma vie lié à mes origines
ne peut jamais s'inscrire dans l'universalité. Est-ce que l'universalité, c'est pas exactement, tout simplement ce que les humains, quels qu'ils soient, là où ils sont, utilisent comme étant leur paradigme essentiel de vie, de réflexion, voilà, tout simplement. Donc, j'ai un mal, beaucoup de difficultés à faire un distinguo entre des origines et l'universalité. Si je commence à réfléchir sur ce cheminement-là, je vais certainement, sans le dire, admettre qu'en fait, des difficultés en fait à rentrer dans cette universalité. Donc, voilà, j'en termine avec ça pour le moment. Je te pose quand même cette question, mais tu sais, quand même, les nationalistes étriqués, c'est ce que j'appelle moi étriqués, ceux qui sont fermés et qui veulent se ramener à une certaine origine, d'ailleurs fantasmée souvent, quand ils en parlent, eux, ils isolent quand même l'universalité comme toi et moi, certainement nous l'entendons, et eux. Ils veulent s'en tenir à quelques fondements qu'ils croient être culturels, sociaux, de l'ancien temps, et c'est tout. Leur discours est très clair. Ils ne se perdent pas, eux, dans ce que nous appelons l'universalité du tout. N'est-ce pas? Pour moi, l'universalité, ou peut-être même certains diront la modernité, pour forcer le trait un peu, c'est tout simplement croire que les utopies peuvent se réaliser, c'est tout, quelles qu'elles soient, et chacun les définit à sa manière. Moi, je crois beaucoup à la singularité des choses, c'est-à-dire que chaque individu porte en lui un capital de tout qui est transcendé par le patrimoine matériel, par le patrimoine immatériel, par l'idéologie, par toute la vie qu'on a menée, qu'on soit de telle ou telle classe sociale. Et à partir de là, après, moi, je ne peux pas me définir comme étant soit un archaïque ou un moderniste ou un universaliste. Hein. Je suis un être singulier qui vit et qui élague. Dans ma vie, j'ai élagué beaucoup, j'ai jeté beaucoup de choses. Hein. J'utiliserai la métaphore de l'oignon avec ses pelures. Vous savez, l'oignon, plus il vieillit, plus on enlève les pelures, on les jette. Et l'être humain, il est comme ça. Plus il vieillit, plus il balance. Il en prend aussi. Il se nourrit. Je me nourris, mais je jette aussi. On jette beaucoup de choses. Il y a des gens qui ne croient pas, qui ne pratiquent aucune religion. Ils ont balancé leur croyance. Mais dans leur enfance, ils étaient peut-être imprégnés par l'islam ou par autre chose. Et plus on avance, plus on est là. Aujourd'hui, ce que je suis aujourd'hui, moi, je suis très, très différent de ce que j'étais il y a 40 ans ou un peu plus de 40 ans quand je suis venu d'Algérie en France. Vous voyez que l'influence du milieu, l'influence de mes lectures, des films que je vois, l'influence des rencontres avec des gens comme vous ou avec d'autres, m'imprègne et puis font que, écoutez, on ne garde pas tout et on avance. Après, l'universalité, c'est quoi il y a des tas de notions comme ça qu'on a du mal à définir, enfin que j'ai du mal à définir moi personnellement, et dans lesquelles j'ai du mal à m'inscrire parce que c'est très complexe en fait. Je préfère plutôt rester sur ce que j'ai dit là, de ne pas faire le. Après, les rigoristes, ils sont pas moi je ne les fréquente pas, donc je ne les écoute pas, je les écoute partiellement, mais de leur point de vue, ils sont peut-être modernes aussi, ils sont peut-être dans l'universalité, c'est des questions assez complexes et j'ai du mal à donner des réponses frappées comme ça qui sont merci définitivement à ton questionnement, tu vois, donc désolé. Merci Mohand, et on débattra un petit peu de beaucoup de choses qu'on aurait retenues de ces exposés. Avant de saluer Aziz qui s'est installé dans la table ronde, et avant de donner la parole à nos témoins invités, permettez-nous de prendre une petite pause de 2 minutes au maximum pour rappeler un peu dans quelles conditions nous sommes dans cette association. Voilà.
Voilà, donc nous reprenons maintenant notre table ronde avec Madame Alitouche. Elle m'a signalé au téléphone qu'elle était intéressée par la conservation et la sauvegarde de la Casbah d'Alger, parce que ça fait quand même aussi un symbole d'une multiculturalité bien algérienne. Donc, en tant qu'architecte, tu sembles bien porter cette attention accrue à cette Casbah d'Alger. Penses-tu qu'elle est aussi un élément important de cette multiculturalité et cette authenticité algérienne? Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, donc quand tu m'as parlé de cette table ronde, donc tu m'as invité à y participer. Voilà, donc en tant qu'architecte, je n'ai pas trouvé mieux que la Casbah d'Alger pour parler de cette pluridisciplinarité. Voilà, donc pourquoi j'ai choisi la Casbah d'Alger? Donc la Casbah d'Alger, déjà aujourd'hui, elle est classée patrimoine mondial de l'UNESCO, donc depuis 1992. Donc elle est considérée comme un bien culturel mondial en raison de son patrimoine ancien et de l'histoire dont elle témoigne. C'est une ville millénaire qui remonte à l'Antiquité. Elle fut d'abord un port punique, berbère puis romain. Donc voilà, donc elle a été conçue donc par la dynastie Zéride, une dynastie qui a gouverné ou qui a occupé tout le Maghreb. Voilà, donc cette Casbah d'Alger, elle a influencé donc dans sa forme urbaine et dans sa typologie architecturale tout le Maghreb, ainsi que l'Europe occidentale et le Sahara aussi. Donc voilà, donc elle a influencé donc l'Afrique du Nord, l'Andalousie, l'Afrique subsaharienne. Donc la Casbah d'Alger, elle possède des attributs universels, que ce soit au niveau de sa forme, comme dans l'utilisation des matériaux, la brique, la terre, l'enduit, la chaux, la pierre, le bois, et aussi par rapport à son utilisation. Donc c'est un espace où il y a une forte densité d'habitation, où il y a une vie économique, donc il y a des commerces, il y a une vie culturelle et cultuelle et des traditions populaires qui est un petit peu, c'est-à-dire, voilà, donc là, c'est un lieu, c'est un endroit où riche de culture. La Casbah d'Alger, pour Le Corbusier et certains architectes du mouvement moderne, a été donc un exemple de l'architecture moderne. Des concepts ont été utilisés dans leurs œuvres, comme par exemple le dépouillement, l'enduit blanc, les toits de terrasse. Donc la Casbah a vraiment été un modèle, ou bien elle a inspiré l'architecture moderne. Aussi la Casbah, donc la Casbah aussi, ce n'est pas qu'un noyau central, ce n'est pas qu'une vieille architecture. La Casbah aussi possède un tissu urbain moderne. Donc on retrouve l'architecture haussmannienne au niveau de sa périphérie qui date de la période coloniale. Voilà, donc pour moi, la Casbah, c'est-à-dire quand on étudie la Casbah, on retrouve à la Casbah ces valeurs universelles qui pourront nous unir, qui pourront, c'est-à-dire à travers ce modèle, on peut peut-être aspirer à un modèle universel. Voilà, donc voilà, c'est pour ça que je voulais parler de la Casbah. Donc la Casbah, pour moi, c'est un lieu à conserver. C'est un lieu aussi aujourd'hui qui est vivant, même si on a tendance à parler de réhabilitation de la Casbah. La Casbah, malgré donc même si elle a quelques soucis, c'est-à-dire elle a un problème
malgré les aléas des séismes, même si elle a des problèmes, il y a certains problèmes techniques, mais ça reste quand même un lieu où s'exerce une vie sociale très riche et une vie culturelle et une vie économique. Donc, sauver la Casbah, c'est quand même sauver un patrimoine, et non seulement un patrimoine, c'est-à-dire que dans ce patrimoine, on y trouve des valeurs universelles. Donc, voilà. Est-ce qu'elle est reconnue, est-ce que la Casbah d'Alger est reconnue comme patrimoine international? C'est reconnu depuis 1992 comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Mondial. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais faire un petit clin d'œil à cette ville qui est chère à mes yeux. Comment dire, son origine, elle date de quelle donc, période? La Casbah, elle a été construite au 5e siècle par la dynastie Zéride. Donc, elle était conçue sur un site ancien, un site qui remonte à l'Antiquité. Donc, c'était d'abord un port, et après, c'est un port berbère, punique, berbère, et après romain. Donc, elle a été conçue par les Zérides, et après, donc, elle a été améliorée au fur et à mesure par les dynasties qui ont succédé, les dynasties berbères musulmans qui ont succédé cette dynastie Zéride. Et donc, après, elle est devenue donc, c'est-à-dire, elle est devenue un lieu, un centre politique à l'époque des Turcs, à l'époque des Turcs. Et après, donc, elle a été délaissée pendant l'occupation française. Et même malgré ça, c'est-à-dire même si elle a été délaissée, c'est-à-dire c'est devenu donc un quartier populaire, mais ça a été aussi, elle a joué un rôle très important donc dans la résistance. Voilà, donc ça a été le bastion donc le bastion, le lieu de rencontre du FLN, donc pour la libération de l'Algérie. Bon, et aujourd'hui, c'est toujours un quartier vivant, même si du point de vue architectural et technique, il y a des problèmes, mais ça reste toujours un quartier vivant et sa population s'intéresse beaucoup c'est-à-dire la population, il y a une identité de Qasbadia, donc dire que j'appartiens à la Casbah, c'est quand même une identité, c'est-à-dire au-delà de l'identité ethnique, culturelle ou religieuse, il existe dans ce quartier une vraie identité du quartier. D'accord, oui. Bon, ben merci Karima. Et là maintenant, on va vers notre invité donc de la séance et qui est Arab Izarroqan. En tant que sociologue, mais en tant que citoyen tout court, algérien et tout ça, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la multiculturalité vécue en Algérie? Et puis certainement, vous aurez aussi quelques éclaircissements à faire par rapport à ce que l'un de nos exposants ont annoncé, ont dit, ou une remarque ou un complément d'information. Vous êtes un peu libre comme témoin. Hein? Mais il est allumé. Le mien est allumé. Oui, c'est le mien qui était. Ah, d'accord, ok. Ah. Bah, j'ai absolument rien préparé, moi, je suis venu. Non, c'est justement, c'est ça le rôle du témoin. Vous avez assisté à cette, comment dire, cette table ronde, vous avez entendu, vous avez là, peut-être que vous avez aussi d'autres choses à ajouter. Moi, je suis extrêmement gêné par cette notion d'identité. Pas que je la récuse totalement, mais je pense qu'il faut absolument relativiser si on veut s'en sortir, si on veut avoir un horizon devant nous. Moi, au lieu de parler d'identité, parce qu'en parlant d'identité, en fait, on va vers ce qui semble être un invariant. Or, rien n'est invariant, tout est mouvement. Donc, pour moi, il n'y a pas une identité comme ça figée.
qui fait des appels au passé, y compris pour essayer de résoudre des problèmes du présent, il y a à des moments dans l'histoire des peuples, de l'humanité, il y a des moments où il y a des processus d'identification. À un moment donné, on s'identifie à ça, 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 ça. Et après, le mouvement étant là en permanence, les choses changent. Je ne prends pour preuve que ce que vient de dire notre ami Fegoun, en disant, moi-même, j'ai évacué des choses. Si je prends mon exemple sur une génération, 2 générations, mes enfants n'ont absolument rien à voir dans leur vécu avec leur grand-père. Tout a changé et donc on ne peut parler que de processus d'identification en soulignant quand même qu'il y a des éléments qui ne relèvent pas d'invariants mais qui relèvent de la longue durée, d'une certaine permanence à l'échelle d'une vie humaine. Voilà, c'est la première réaction que je voulais vous communiquer. Après, à cette question d'universalité, je pense que le piège dans lequel, je parle des Maghrébins en général, mais de l'espace dit arabo-musulman, le piège, c'est de considérer que l'universalité ne nous concerne pas. Et à ce piège-là, il y a quelques explications, quelques raisons. Parce que l'Occident estime, peut-être y compris en théorie, mais dans la pratique, dans sa doxa, que l'universalité c'est une clôture. L'Occident clôture l'universalité et c'est son universalité à lui qui s'impose et qui doit s'imposer à tout le monde. D'où des réactions. Alors, cette universalité de clôture est un vrai piège pour l'interculturalité, pour l'altérité, etc., parce qu'elle braque des peuples et qui reviennent au passé. On alimente les idées passéistes et on encourage ces peuples-là à aller dans des chemins qui sont en fait des barrières. Voilà. Eh bien, c'est très clair comme ça. Hein. C'est vrai qu'il y a un questionnement sur un peu ces notions que l'on croit être fermement arrêtées, quoi. Oui. Maintenant, tant que je vous ai, voulez-vous peut-être sur un sujet ou un autre qu'ils ont traité, tant que vous êtes là. Oui. Question à Majid, peut-être que vous avez retrouvé avec nous aujourd'hui. Ah oui, ça fait un bail que je ne l'ai pas vu. Ça fait des beaux. Ouais. Oui. Mais je le vois un peu sur Internet. Je sais un peu ce qu'il fait de temps en temps, quoi. D'accord. Ouais. Maintenant, est-ce que Aziz est toujours là? Parce que je ne vois pas son image, mais apparemment, il y est toujours sur le panneau. Aziz? Bon. Oui, bon, on va quand même revenir à nous-mêmes. Bon, la question que je voulais aussi ajouter, ou désir un peu de comprendre mieux, c'est à Majid Kawa. Il se peut que je me trompe, hein, parce que je connaissais bien mieux, au niveau de la littérature, les écrivains et les poètes maghrébins il y a 20 ans, 30 ans que maintenant, je peux l'avouer. Mais est-ce que la littérature d'expression francophone ou française, algérienne, n'a pas couvert tout le reste, toutes les autres expressions en langue berbère, en langue arabe, en langue peut-être autre? Est-ce que ça n'a pas trop couvert? Parce qu'on connaît bien mieux la littérature d'expression française algérienne que tout le reste. C'est une interrogation très intéressante que tu nous proposes. Effectivement,
c'est-à-dire c'est une réalité historique. Il y a eu, c'est-à-dire il y a eu la mise en place de structures scolaires à la fin des années 40-50 qui ont permis de dégager en quelque sorte une bonne part de ces écrivains francophones. Un poète, Jean Sénac, qui lui aussi était hanté par la question de l'identité. Oui, il y a, dire oui, il y a une petite coupure. Plus précisément de la poésie algérienne de graphie française. C'est-à-dire que c'était surtout en ce qui concerne la poésie que cette interrogation avait été posée. Donc quelqu'un comme Jean Mourouve avait déjà répondu en quelque sorte, a été précurseur à partir des années 30 avec son recueil Cendre, et donc on peut appeler cela, il avait appelé ça la résurrection de Jugurtha. Jean Al-Mourouv Amrouche occupe donc une place singulière dans la poésie algérienne d'expression française. Premier poète en langue française qui a connu l'Algérie, son œuvre est contenue dans 2 recueils, Cendre en 1934, comme je le disais, et Étoile secrète en 1937. Donc, et il était lui-même, en quelque sorte, biologiquement le lieu de ce multiculturalisme, puisqu'il était d'origine kabyle de père et de mère, et qu'il était aussi de foi chrétienne. Donc, il a su aussi rendre compte des déchirements, parce que sous la colonisation prétend apporter le progrès, l'évolution au peuple. Oui, il y a coupure. Hein? Allez, oui, ça revient. Elle apporte aussi le trouble. Il y a Majid, il y a un peu de coupure sur ton discours. Je crois qu'il y a des coupures sur ton discours. Bon, on va attendre que ça se rétablisse, mais en attendant, quand même, je m'oriente vers Kouider aussi pour essayer un petit peu de développer cette question du patrimoine. Est-ce que les Algériens, en gros, globalement, se retrouvent bien dans ce que toi, moi, nous appelons le patrimoine architectural, culturel? Est-ce qu'il y a des choses quand même qui peuvent être communes comme patrimoine, comme valeur pour toute la population et les citoyens algériens? Oui, j'ai effleuré la question tout à l'heure en te disant que dans la réalité de tous les jours, nous n'avons pas la même interprétation de notre patrimoine. On a un bien commun, mais l'essentiel du patrimoine, on n'a pas la même interprétation. Notamment, c'est très criard au niveau de la ville d'Oran, qui est en zone d'existence. Elle a été occupée durant la moitié de son existence par les Espagnols, les Ottomans à un certain moment et les Français. Et donc, le fait qu'on n'ait pas la même interprétation provoque justement, entre guillemets, quelques crises identitaires. Et nous, ce qu'on fait dans notre association, c'est justement d'aller et de donner des exemples dans le monde, enfin dans le bassin méditerranéen, de comment le patrimoine a servi l'interculturalité. Si j'ai le temps, je peux développer, sinon je reviendrai après. Nous donnons 3 exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple espagnol, qui a pris conscience de l'héritage
arabo-musulman et qui le valorise, qui devient non seulement un support identitaire pour l'Andalousie, la région d'Andalousie, mais aussi un support économique et il participe à la cohésion sociale. Ça se traduit par exemple à Murcia, une grande ville de Murcia, l'un des plus grands boulevards, il s'appelle boulevard Ibn al-Arabi, le grand soufi Ibn al-Arabi qui est né à Murcia. Ça se traduit à Carthagène, qui a été fondée par les Phéniciens, qui a été occupée par les Romains. Chaque année, pendant une semaine, ils font une fête pour fêter les Phéniciens et les Romains en construisant 2 grands villages. Et la fête dure une semaine et c'est son complexe que les Carthaginois sont en même temps Romains et Phéniciens. Le deuxième exemple, mais vraiment, celui-là, il est vraiment négatif, c'est l'exemple d'Israël. Je viens de voir une caricature à l'occasion de la Noël qui montre Jésus et Marie portés par un âne et qui partent de Nazareth pour aller à Bethléem. Alors, le caricaturiste leur dit, il faut passer par 13 checkpoints. Et heureusement que Bethléem et Nazareth sont dans le même secteur de la muraille. Sinon, ils auraient dû traverser la muraille qui a déterminé une ségrégation totale entre les Palestiniens et les Israéliens qui font du patrimoine le support principal de leur légitimité. Dans la mesure où à Jérusalem, c'est l'un des plus grands foyers, l'un des plus grands centres de fouilles archéologiques. Ils sont en train de fouiller pour retrouver le sécurité du temple de Salomon sous la mosquée d'Al-Aqsa. Ils n'ont rien trouvé, mais ils vont continuer à fouiller jusqu'à, même s'ils ne trouvent rien, la mosquée d'Al-Aqsa va s'effondrer. Et le troisième exemple qu'on donne, c'est le couple franco-allemand qui, après la Seconde Guerre mondiale, il s'est dit en un siècle, on a fait 3 grandes guerres. Et finalement, ça nous a dévastés. Ils ont créé ce qu'on appelle l'OFAGE, l'Office franco-allemand de la jeunesse, qui lutte contre les stéréotypes, les préjugés et les discriminations. Nous, on a participé à des séminaires, nous avons envoyé des jeunes dans une académie allemande et ils ont travaillé sur ces outils qu'on a adaptés à Oran. Et on travaille, et on a eu l'occasion d'en parler quand on a fait le rencontre à Toulouse, sur le danger du stéréotype, parce que le stéréotype est dangereux dans la mesure où on se fait une idée de la personne sans la connaître. On se fait une idée d'une communauté sans l'avoir fréquentée. Et le stéréotype engendre le préjugé, comme le foie sécrète la bile. Et le préjugé, automatiquement, va orienter les gens vers la discrimination. Le philosophe Alain disait, évitez le préjugé, vous éviterez le mal. Évitez le préjugé, vous éviterez le crime. Et c'est dans cet esprit que nos pays peuvent créer un OFAGE maghrébin ou un OFAGE nord-sud-nord qui permet à la jeune génération qui se connaît de moins en moins de lutter contre ses propres stéréotypes, préjugés et discriminations. Je te remercie. Merci. Une autre question que j'ai, je t'ai remercié, Erkwider, pendant que mon micro était encore fermé. Ouais, c'est ça. Une autre question qui traîne un peu dans mon esprit aussi, reste-t-il une certaine communauté chrétienne et juive encore vivante, résidente en Algérie actuellement? Qui peut me répondre? Peut-être notre sociologue, Monsieur Arab Izaroukan. Allumez le micro. Voilà. Non, pour les chrétiens, oui, il reste des chrétiens, mais pas énormément, pas beaucoup. Il y a encore des lieux de culte chrétiens qui marchent toujours à Oran, à Alger, à Constantine. Il y a même ces dernières années des travaux de restauration qui ont été engagés sur des fonds, y compris étatiques, nationaux, de Notre-Dame d'Afrique sur les hauteurs d'Alger. Donc voilà. Mais pour le culte
judaïque, j'ai pas beaucoup d'informations. Je sais qu'il y a un consistoire juif qui se fait pas, qui se montre pas, mais qui existe et qui est consulté, je pense, au même titre que les autres grandes religions reconnues en Algérie. Mais le culte juif, j'ai pas beaucoup d'informations sur ça. Voilà. Ouais. Bon, donc une autre question à Est-ce chacun que je peux d'entre vous. compléter, Ahmed? Oui, bien sûr. Vas-y, oui. Ouais, sur cette question-là, sur la chrétienté en Algérie, il y a quand même deux diocèses connus, celui d'Oran et d'Alger, mais bon, qui n'ont pas l'importance qu'on voudrait qu'elle ait certainement, enfin, d'un point de vue des chrétiens. Mais il y a des convertis au christianisme aujourd'hui en Algérie aussi, donc ça il faut le dire. Hein. Et c'est une donnée récurrente, c'est une réalité, je veux dire. Mais derrière ça, il y a une répression féroce pour justement, pour limiter justement l'expansion de cette religion par ces nouveaux adeptes. Peut-être que les chrétiens d'origine européenne, même s'ils sont aujourd'hui algériens, peut-être de nationalité comme on le sait, c'est surtout les nouveaux convertis, particulièrement en Kabylie, où le mouvement est le plus connu. Et les lois algériennes sont des lois liberticides à l'extrême vis-à-vis de cette communauté chrétienne. Aujourd'hui, un chrétien qui parle de sa religion ouvertement peut être condamné pour du prosélytisme, alors qu'un musulman qui fait l'éloge de sa religion tous les jours, tous les vendredis, et dans tous les coins, dans tous les espaces qui lui sont permis, on trouve ça tout à fait normal. Donc ça, il faut le noter. Donc il y a des nouveaux chrétiens, il y a des adeptes, il y a des convertis, mais il y a quand même une répression féroce. Il y a des lois liberticides qui empêchent le développement de cette religion, mais qui empêchent aussi la pratique sereine de cette religion aussi. Voilà. Je voulais ajouter ça. C'est bon à confirmer. Oui. Juste pour préciser, effectivement. Bon, mais ça, le truc liberticide, il est connu vis-à-vis d'un certain nombre de choses. Par exemple, pour la liberté d'association, c'est aussi une loi liberticide. Absolument. Pour les religions, pour la religion chrétienne, il n'y a pas que les catholiques. Les convertis sont essentiellement les protestants, mais ça ne justifie aucunement… Oui, non, les chrétiens plutôt, pas catholiques, oui, absolument. Voilà, donc, il y a les catholiques, il y a les protestants. Mais il y a les minorités musulmanes aussi qui sont persécutées. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Voilà, les chiites sont pourchassés. Voilà. Il y a les ibadites, les ahmadites, là, et puis je ne connais pas tout. Les ahmadites, tu as les chiites, etc. Voilà. Et même, je fais allusion au soufisme aussi. Même le soufisme n'est pas très toléré en Algérie, même s'il est très pratiqué. Le soufisme, il n'est pas toléré par les milieux intégristes. Oui. Mais l'État, au contraire, le soufisme s'exprime dans le Maghreb et en Algérie en particulier via les zaouïas. Les zaouïas. Oui. Donc, Oui, voilà. les zaouïas sont en revanche aidés, quoi. Bien encadrés aussi. Ils sont bien encadrés, aidés en association. Comme au Maroc. Zaouïas, etc. Voilà. Ouais. Et donc, une autre question, est-ce que vous ne pensez pas avec moi, qu'une multiculturalité féconde et bien assumée ne peut pas aller tout seul sans un système démocratique? Ben oui, tiens, Madame Alouache. Ok, je pensais que c'était la question m'était posée. Oui, à tout le monde, mais je vois mieux Madame Alouache, je crois qu'elle a de quoi dire là-dessus. Oui, vous allumez votre micro, Madame Alouache. Oui, voilà. Oui, merci, Ahmed Larzil. Donc la question, c'est est-ce que multiculturalité est liée avec démocratie?
pour qu'elle soit générative d'un bon vivre ensemble. Bah, disons que moi, je préfère l'interculturalité à la multiculturalité parce que, et en ce sens, je pense que certes, la démocratie, c'est quelque chose de bien quand on peut la vivre, mais il me semble que l'interculturalité, comme le dialogue entre les cultures et les civilisations, est beaucoup plus ancien, que l'on remonte à Sumer ou à l'Égypte ancienne ou je veux dire, il y a toujours eu des métissages entre les cultures. Si on prend l'ancien empire ottoman, est-ce qu'on peut targuer ça de démocratie? Je ne sais pas trop, hein, vu que la démocratie est quand même contextualisée par rapport à d'autres périmètres géographiques ou culturels, mais il y avait quand même l'existence de différentes cultures. Là, je dirais multiculturalité, puisqu'ils vivaient les uns à côté des autres. Je veux dire, c'est dans l'Empire ottoman où ont pu exister jusqu'à ce jour toute une série de communautés culturelles et religieuses, comme les Araméens, les Druzes, les Maronites, les Nestoriens, alors qu'ils avaient disparu dans l'Empire d'Occident catholique, où la papauté a éliminé toutes les autres représentations chrétiennes, puisqu'il est parti en guerre contre l'Empire romain d'Orient, qui était plutôt orthodoxe. Je veux dire, moi j'ai une amie ici à Toulouse qui est exilée d'Irak, qui est une chrétienne araméenne, qui est l'église la plus ancienne, qui date du temps de Jésus, et donc elle parle autant l'araméen que l'arabe, et elle a vécu dans sa ville jusqu'à ce que Daesh arrive. Donc, il y a eu je veux dire, la multiculturalité n'a pas nécessairement besoin, selon moi, hein, d'un système démocratique. Vu que maintenant, moi aujourd'hui, je préfère de parler et vivre l'interculturalité, c'est-à-dire parce que je crois qu'il n'y a pas une culture qui reste comme ça pure. Les cultures dialoguent, elles se fécondent, et pour moi ça ce serait l'idéal dans une société, c'est de pouvoir vivre une interculturalité dans le respect des apports de chacun, et c'est pour ça que je suis d'accord avec monsieur tout à l'heure qui refusait un peu les injonctions identitaires, pour dire que non seulement en tant qu'individu, on a des parcours singuliers, mais on a aussi des apports de son origine sociale, culturelle, religieuse et autres, et que tout ça, ce sont des strates, des sédiments, et que ça bouge aussi une culture. Moi, une chose, du monsieur Doran. Je suis désolée si je ne retiens pas mon nom, c'est la première fois que je vous découvre, et donc avec beaucoup d'intérêt. Kouider. Voilà, et qui relevait cette difficulté en Algérie à s'approprier le patrimoine, qu'il soit architectural ou autre, venant d'autres cultures ou supposées cultures ou religions. Et là, moi, je veux dire que franchement, ça me pose question, parce qu'il me semble que là, ce qui se joue, on est dans l'exclusion de l'autre, donc du refus de cette altérité, qui pour moi, l'altérité est vraiment hyper importante, parce que l'altérité, l'interculturalité, l'altérité, on est dans le respect de l'autre, et donc dans le dialogue et l'acceptation de l'autre. Et quand déjà dans sa propre histoire, je rejette une composante en disant ça c'est pas moi parce que c'est chrétien ou c'est juif ou autre, pour moi c'est là où les problèmes commencent, parce que je veux dire, les Algériens, entre guillemets, puisque le terme algérien n'existait pas à l'époque, mais avant d'être musulmans, avant d'être chrétiens, ils ont été animistes, ils ont été juifs. Et après, il y a eu le christianisme, et après, l'islam n'est arrivé qu'au 7e siècle. Et je veux dire, renier comme ça des parts de sa composante, soit espagnole ou autre, ça me pose vraiment question et ça me rappelle de l'histoire douloureuse des racismes occidentaux, tels que
ce à quoi on est arrivé avec le nazisme. Parce que qu'est-ce que c'est que le nazisme en fait, ou le national-socialisme? C'est l'aboutissement d'idéologies non seulement antisémites, mais racistes. Et racistes à la base avec ce racisme biologique, puisqu'à l'époque, on mesurait les têtes, les crânes, et on avait élaboré, construit des théories qui disaient que voilà, il y avait une différence de race et tout ça. Bon, ce racisme biologique s'est cassé la figure avec la Deuxième Guerre mondiale. On s'est dit non, franchement, il faut arrêter, maintenant on doit faire la paix. Mais est-ce que, c'est la question que je posais au début, est-ce que la culture, dans le sens culture un peu allemand, et Weltanschauung, n'a pas remplacé ce racisme ancien que reprennent aujourd'hui, que ce soit les identitaires ici, ou que ce soit, quand je l'entends, des gens, je ne sais pas comment on peut les nommer, islamistes, intégristes ou autres, ou panarabistes, ou je ne sais pas, qui se disent, bon, ça c'est ma culture et ça c'est pas la mienne. Pour l'interrogation. Apparemment, l'interrogation était… Par rapport à… Oui, bien sûr, Karima. À mon avis, l'Algérien, en Algérie, c'est-à-dire, il n'y a pas un problème, c'est pas qu'on reconnaît pas, c'est pas qu'on refuse d'autres cultures. Le problème de l'Algérien, c'est qu'il ne connaît pas sa culture, il ne connaît pas son histoire. Moi, je pense que c'est ça le vrai problème de l'Algérien. Et si je peux intervenir rapidement au sujet de la démocratie, du coup, moi, je pense que vraiment, comme l'exemple allemand le prouve, qui était de base une démocratie, le problème des démocraties, c'est qu'elles se rangeront toujours du côté de la majorité et que toutes les multiculturalités, ça impose l'existence de minorités. Et dans un pouvoir démocratique tel qu'il est connu aujourd'hui, et pas au sens brut du terme, où le pouvoir serait réellement au peuple, et là, oui, effectivement, ça aiderait que chaque individu ait la même dose de pouvoir. Aujourd'hui, on vit dans des mondes où les gouvernants sont constamment dans des politiques de séduction avec la majorité. Donc, peu importe à quel point la majorité peut être déviante, les gouvernements dans une démocratie iront toujours de ce côté-là, au détriment des minorités. Donc, je ne pense pas que démocratie et pluriculturalité peuvent… Enfin, c'est pas grâce à la démocratie que la pluriculturalité va naître, mais c'est grâce, effectivement, comme ma mère a dit, que le fait de connaître sa propre histoire, ça permet déjà d'éviter tous les fantasmes idéologiques que les Daesh, etc., peuvent inculquer à des personnes qui, au final, n'ont plus d'identité culturelle, qui sont complètement laissées à l'abandon par une France qui, au final, n'arrive pas à se retrouver en elle. Et ils prennent la première représentation culturelle qu'ils peuvent trouver. Et malheureusement, c'est celle-ci. Oui. Je peux juste compléter un peu ce qu'a dit Massiga, Ahmed. Oui, allez-y. Oui, en fait, je pense que la démocratie, elle ne doit pas être amenée uniquement un processus démocratique pour élire des élites qui vont gouverner, mais c'est surtout un état d'esprit, c'est un mode de fonctionnement qui permet le vivre ensemble et qui permet une expression variée, diversifiée, où chacun peut se revendiquer d'une culture, d'une appartenance à une ethnie, d'écrire ce qu'il a envie d'écrire sans gêner l'autre, c'est tout. Voilà. Pour moi, la démocratie, elle est là, c'est la concrétisation de l'expression. C'est vrai que quand, à l'exemple de la France, où aujourd'hui, quand on élit quelqu'un à quelque niveau que ce soit, c'est trop tard pour nous. Hein, je veux dire, quand on élit un maire, on n'a plus d'ascendance sur ce qu'il va faire. Il faut attendre qu'il soit délogé par d'autres élections. Le président de la République, la même chose. Et voilà, donc c'est une démocratie un peu qui pourrait être représentative, mais elle n'est pas représentative d'une majorité d'opinions. C'est assez laminé quand même. Il y a une espèce de tamis à chaque fois qui nous donne un produit qui ne satisfait pas, malheureusement. Mais par contre, c'est d'arriver à ce qu'il y ait des lois, ce qu'il y ait un état d'esprit en fait qui s'installe, qui fait que aujourd'hui aucune religion ne peut avoir un dictat, par exemple sur les croyances, sur la pratique sur des pratiques individuelles, sur l'écriture, sur les manifestations de certains désirs. Voilà, donc la démocratie, elle s'accommode très très peu de l'idéologie quand l'idéologie domine en fait. Voilà, c'est ce que je veux ajouter. Ouais. Ben, peut-être que pour conclure un peu,
pour cette fois-ci. Je me réadresse à Massilia en tant que jeune. Oui. Et dont le grand avenir a besoin d'éclaircissement sur le présent et le passé. Vous vivez, vous êtes né en France. Oui. Et vous avez grandi en France. Exactement. Mais vous avez quand même des attaches encore grâce à la famille là-bas en Algérie. Et comment vous la voyez, cette Algérie actuellement, d'un point de vue social et culturel? Je dirais pas politique parce que ça c'est un autre débat. Bah, en ce moment, avec la pandémie mondiale, elle me manque un peu. Oui. Du coup, j'aimerais bien revoir ma famille. Mais pour moi, l'Algérie, en tant que jeune Française, honnêtement, je pense que... Enfin, je me posais la question, du coup, autour d'un autre sujet auquel je travaillais. Du coup, c'était vis-à-vis du Liban. Et la grande question, c'est qu'est-ce que la diaspora doit à son pays d'origine? Et je pense que c'est un peu la question en ce moment des personnes qui, au final... sont plutôt éduqués, qui peuvent avoir des moyens de vraiment agir, de faire des choses. Donc, est-ce que, en tant que Français qui est né en Algérie, qui est algérien en tant que Française, est-ce qu'on doit quelque chose vraiment à l'Algérie ou est-ce qu'on ne la doit pas? Et surtout, est-ce qu'ils la voudront? Parce que, au final, qui on est, nous, pour venir? Et c'est plein de questions en ce moment. Et moi, je la vois comme, je sais pas, des choses à tenter. Il y a plein de choses à faire là-bas et j'aimerais bien qu'elles se fassent. Que ce soit, à mon avis, surtout au niveau de la culture, il y a tellement de belles choses à voir, il y a tellement de films à faire, il y a tellement un patrimoine à exploiter qui n'est pas encore exploité et j'espère que les générations futures les feront, que ce soit en France, comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'il y a plein de produits, de films français qui sont faits par des Français algériens qui veulent vraiment mettre leur culture au sens, ou par des Algériens qui, galèrent un peu plus pour les financements, mais bon, on sait que ça se passe. Exact, oui. Non, mais toi, tu as dit devoir. Moi, je ne prends pas comme ça, même si moi aussi, je suis issu du Maroc et Dieu sait que j'aime beaucoup de choses dans mon pays, surtout dans mon milieu dans lequel j'ai grandi. Mais je ne dois rien à personne. Ah oui, Est-ce que quelque chose m'attire pour que je fasse un certain travail, pour que je réfléchisse avec ces gens de là-bas aussi, et que je continue quand même à valoriser ça, tout en vivant ce que je vis en France ou en Europe, avec tous les acquis qui me sont parvenus au fur et à mesure. Est-ce que la jeunesse va avoir ce rapport-là avec, disons, le pays d'origine de leur famille? Moi, j'ai un peu l'impression. Mais devoir ou ne pas devoir, si on l'utilisait comme ça, moi, je dirais non. Je ne dois rien. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je vois, c'est intéressant. Mais après, je pense que, je sais pas, peut-être que je suis pas suffisamment en contact avec suffisamment d'Algériens initialement, enfin d'Algériens français, mais j'ai pas l'impression qu'on est si nombreux que ça à s'intéresser vraiment à l'Algérie. C'est soit on est français, ça a été occulté et que voilà, c'est autre chose, ou sinon c'est un peu, je sais pas comment dire, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de mouvement. Je vais dire de la droite, parce que c'est pas vraiment de la droite, mais il y a des Français algériens plus algériens que les Algériens. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu ça les deux. Des conservateurs, quoi. Voilà, des conservateurs. J'ai l'impression que c'est un peu les deux mouvements qui existent aujourd'hui dans la jeunesse. Et bon, voilà. Merci, Massilia. Bon, on va conclure, mais en vous redonnant la parole pour une dernière chose que vous n'aurez pas encore dite ou que vous voulez un petit peu annoncer aussi. Parce que, oui, Madame Alouache a publié un livre, par exemple, La violence en islam. C'est un grand débat d'actualité et que je vais le rechercher pour le lire, pour voir un peu quelles sont vos preuves que vous apportez et comment vous voyez la chose, disons, au point de vue droit humain, très grave. Ouais. Bon, qui veut... Je peux juste rectifier, c'est pas la violence, c'est la non-violence. La non-violence, d'accord. Oui. C'est le la contraire. non-violence. Voilà. Oui, mais je suppose que ça touche aussi, comment dire, ça touche aussi la violence, puisqu'il s'agit de parler de non-violence. On ne peut pas parler de non-violence sans parler de la violence, mais je prends le cas de l'Algérie comme exemple de toutes les violences subies, mais mon propos est de développer tout ce que j'estime les ferments de la non-violence en islam. Mais bon, c'est un livre édité à compte d'auteur, donc vous ne le trouverez pas dans les librairies, malheureusement. Ah oui.
et je cherche un éditeur pour le moment, mais je l'ai auto-édité. Et il reprend, je présente les acteurs de la non-violence islamique qui sont malheureusement beaucoup moins connus que les frères musulmans et les wahhabites. Il s'agit d'Abdul Ghaffar Khan, de Jawdat Saïd et de Noursi, tout en faisant tout un travail sur, que ce soit la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, ou le Coran, en relevant les ferments de la non-violence. Et c'est un travail qui reste peut-être à éditer. J'en ai fait que 400 exemplaires qui sont tous partis. Mais voilà. Mais merci d'en parler. Ah, pas de quoi, on est là pour ça aussi, hein, pour promouvoir les bonnes choses que ceux que nous pouvons connaître ou se rapprocher de nous à promouvoir, quoi. Oui, Majid, as-tu quelque chose en cours ou à venir à annoncer? Pour le moment, je n'ai pas une idée précise des rendez-vous prochains. Une publication? Publication, c'est en cours, une sorte d'anthologie personnelle, hein, qui reprendra l'essentiel de plusieurs recueils déjà édités. Et ce serait entre les deux, la publication devrait se faire entre les deux rives, mais compte tenu des contraintes que la situation sanitaire impose, donc ça va demander encore du temps. Voilà, merci d'avoir pensé à moi. Souhaitons sa sortie au plus proche possible. Et Mohamed, oui. As-tu quelque chose à nous annoncer? Écoute, moi, je te l'avais dit semaine dernière, j'entame disons une reconversion de métier. Je m'installe dans l'écriture, mais en fait, j'ai entamé l'écriture d'un roman depuis 2 ans et demi. Mais enfin, j'étais en activité professionnelle, donc je travaillais pas d'une manière intensive. Je travaillais quand je pouvais, puis je n'étais pas trop pressé. J'avais même pas l'intention de le publier. Puis quand j'ai fini de l'écrire, je l'ai corrigé, puis je l'ai destiné à quelques éditeurs, sur une dizaine. J'ai été agréablement surpris d'avoir reçu sur 9, en fait, 6 ou 7 réponses positives. Donc, du coup, j'ai fait le choix d'un éditeur. Voilà, j'ai fini la correction avec le correcteur désigné agréé qui est désigné par l'éditeur. On a fini hier. On doit faire une ultime réunion téléphonique lundi matin pour signer le bon à tirer, l'envoyer. Il devait être prêt courant janvier. Bon, le Covid a bon dos, donc on a eu quelques retards à cause de ces difficultés d'avancer. Donc, je pense qu'il sera édité, à la différence de Madame Alouache, à compte d'éditeurs quand même. Donc, j'ai eu cette chance de pouvoir l'éditer. Donc, de ne pas, le seul effort que j'ai consenti, c'est le travail de production littéraire. Donc, du coup, c'est un roman, hein, c'est un récit de vie. L'histoire, vous vous en doutez, elle se passe entre l'Algérie et la France. Je ne peux pas y déroger. Donc, c'est des va-et-vient. Et puis, voilà, il y a de la double culture dedans. Il y a sur l'amitié, voilà, c'est un récit comme ça qui, j'espère, va plaire. Il y a une coupure. Voilà, donc voilà. Je diffuserai donc la jaquette, toute l'info quand ça sera le moment venu. Je pense mi-février au plus tard. On est en train de discuter avec l'éditeur sur la couverture, voilà, on a fait quelques résumés, donc voilà. Il sera disponible sur la chance que j'ai, c'est qu'il va être sur les distributeurs, parce que c'est Hachette qui le distribue pour l'éditeur. Il sera à la FNAC, Cultura, Leclerc Livre et tout le reste, des Citres et tout. Voilà, l'éditeur s'est engagé, on a signé un contrat où ses engagements sont clairs. Il y aura un premier jet de 1000 exemplaires qui seront édités la première fois. Donc voilà, c'est une chose terrible que j'ai eue. Je ne pensais pas aboutir. Très bien. Nous l'attendons avec impatience. Voilà, donc je le diffuserai quand il arrivera. Il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup. Merci. Kouider, peut-être quelque chose à nous annoncer dans tes projets à Oran?
Oui, juste une petite parenthèse concernant la démocratie. Si, elle peut aider à l'interculturalité. Mais dans les pays démocratiques, ça peut être remis en cause très rapidement. C'est l'exemple de Trump, qui a remis totalement même le multiculturalisme. Il a même construit un mur entre le Mexique et les États-Unis. L'autre pays qui a construit un mur, c'est Israël. Et un autre pays aussi démocratique, parce qu'ils sont considérés comme démocratiques. Et un autre pays démocratique, c'est la Turquie. Avec Erdogan, les Kurdes, maintenant, ils ont perdu leur représentation politique. Mais un pays autoritaire comme Cuba, il assume et il développe l'interculturalité. Et les pays, l'autre, il a fallu le printemps arabe, dit arabe, pour que ça soit pris en charge sur un plan constitution, au Maroc, en Algérie et ailleurs, de la dimension amazigh. Et je termine par une annonce, enfin, c'est une vieille information. Vous savez qu'il y a une association de Mostaganem ici en Algérie qui a pu proposer et inscrire au niveau de l'ONU la journée du 16 mai comme étant la journée du vivre ensemble en paix. Parce qu'on peut vivre ensemble et en guerre. C'est la vivre ensemble en paix qu'on célèbre chaque année, le 16 mai, très diversifié, avec une randonnée, avec mixité sociale, vivre ensemble, où les Zaouïas de Soufis rencontrent leurs amis catholiques, etc. Et je vous invite à l'inscrire dans votre agenda le 16 mai de chaque année. Merci. Merci. En dernier, donc, Karima. Oui, je complète cette information que monsieur vient de donner. Donc, cette journée mondiale du 16 mai, c'est une journée internationale. Elle est célébrée aussi à Toulouse. Donc, voilà, c'est une journée mondiale. Ça fait 2 ans qu'on célèbre cette journée. Et c'est vraiment, c'est une journée où, c'est-à-dire, il y a une vie communautaire, une vie sociale, sans discrimination. Toutes les religions y participent. C'est vraiment une journée extraordinaire. Moi, j'ai assisté à cette journée à Toulouse. Donc, voilà, je voulais compléter ça. Et par rapport à moi, moi aujourd'hui, je suis sur la réflexion sur un projet pour la sauvegarde du patrimoine architectural en Algérie. Donc, voilà. Je suis au stade de réflexion et de voir comment, en tant qu'Algérienne française, comment je peux mettre ma pierre à l'édifice pour sauvegarder ce patrimoine qui m'est très cher. Merci Karima. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes aussi. Merci pour votre participation. J'espère que vous avez été quelque peu satisfait de ce que vous avez entendu, de ce que vous avez aussi dit, et que nous, on souhaite renouveler l'expérience, l'initiative à d'autres fois, avec d'autres sujets, entre les deux rives de la Méditerranée. Il faut aussi, pour une démocratie réelle, il faut aussi du bon dialogue et des échanges continus et permanents. Super. Merci beaucoup à vous. Merci à Caravane. Merci à Caravane de nous avoir permis cette rencontre et puis pour moi de découvrir des personnes que je ne connaissais pas et l'association qui j'espère va continuer à nous faire rencontrer. Merci. Eh bien, vous savez bien, c'est comme ça qu'on a créé au fur et à mesure pays d'Afrique, du Maghreb, parce qu'il y a eu toujours une occasion où l'on se rencontre et on échange et tout ça, et il nous paraît que tel écrivain, tel metteur en scène, tel est intéressant à connaître et à découvrir surtout ses actions et ses œuvres ou ses créations. Donc, ainsi continue notre vivre ensemble à l'échelle, j'allais presque dire, internationale. Merci beaucoup. Merci Ahmed. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Bye bye. Merci.